bien, voilà, c'est parti pour le ZCL de ce lundi 20 décembre. Mais dans 4 jours, c'est Noël. Hein. Monde qui peut manger pois boyau, jambon à Noël à yo et viande cochon au lieu de dinde. Et on se retrouve avec des invités de qualité comme toujours. Gérard Poumarou, le directeur de l'archipel national. Bonjour. Bonjour. On fera un petit peu le point avec lui sur cette structure culturelle importante dans le paysage culturel guadeloupéen, un peu comme le MAC. Maggie Pierre-Justin, c'est une dame qui souffre beaucoup, qui depuis la grève a des difficultés. Et pour se faire soigner, va nous expliquer un peu ce qui se passe. Un peu plus tard, Willy Nestor, c'est un éditeur. On a reçu la semaine dernière un autre éditeur, c'était Didier Manette. C'est la période des cadeaux, c'est aussi le moyen de lire quand vous êtes enfermé, confiné. Ben, pourquoi pas jeter un petit coup d'œil sur le livre. Karine Bayeux sera avec nous, c'est une psychologue avec elle, on fera un petit peu le point sur la santé mentale des Guadeloupéens après toute cette crise, ce qui se passe exactement, la crise sanitaire, la crise sociale, comment les Guadeloupéens se portent-ils. Eh bien, là, cette psychologue viendra nous expliquer en quelques mots comment elle voit le problème. Et puis, Madame Valérie Arissi, elle est vice-présidente de la CECAS de Trois-Rivières. Elle sera avec nous pour des manifestations qui se passent. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec Jean-Luc Divial, chronique et Damisso. Voilà le sommaire pour les invités. En ce qui concerne l'actualité, on reviendra sur la mobilisation de samedi. Vous savez que samedi, il était Carrefour un petit peu fermé, on va dire comme ça, gentiment. On va en parler tout à l'heure. Il y avait aussi une conférence de l'UME Dakar. Ça aussi, vous le savez, depuis plusieurs semaines, il y a un véritable bras de fer qui est entre le président de la CAR, je vais parler de Ségui Cornet, et un groupe d'élus de la majorité de la CARL. Ils exigent le changement, du grand changement même. Ségui Cornet résiste, mais les conseillers ne lâchent pas l'affaire. On en parlera tout à l'heure. Et puis, c'est la période des contes de Noël, une lecture de contes de Noël à Saint-Claude, Loane Duhamel, on parlera de ça. Et puis, si on a le temps, la journée handisport à Paul Chanchon. Voilà tout ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le ZCL. Alors, je vous l'ai dit, on va parler culture tout de suite avec notre invité aujourd'hui. Je vais parler de Gérard Poumarou, qui est le directeur de l'archipel Scène nationale de la Guadeloupe. C'est une structure culturelle de grande importance, aussi importante que le MAC, mais qui se trouve, lui, à Basse-Terre. Et c'est vrai, Gérard, on n'avait pas beaucoup entendu parler de l'archipel depuis quelque temps. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour à tout le monde déjà. Oui, effectivement, nous, déjà, de par les circonstances, les structures culturelles ont beaucoup de difficultés, mais nous avions aussi de gros travaux de rénovation qui ont abouti là. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini. Exactement. Toute l'étanchéité, tout ça a été repris. Vous verrez, les sièges et tout. C'est vraiment une très belle structure. Une nouvelle structure. Exactement, ouais. Exactement. Ça a dû coûter cher. Oui, ça a coûté très cher. C'est un financement. Il faut savoir que c'est le bâtiment du conseil départemental. Tout à fait. Donc, ça a été à hauteur d'à peu près 2,6 millions. Ah, quand même. Et donc, une partie par le conseil départemental, 1,3 million, et l'autre partie par le ministère de la Culture à travers la DAC Guadeloupe. D'accord. Qui ont permis la rénovation de ce bâtiment. Bien. Alors, ça, c'est la rénovation, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir? Nous sommes à la fin de l'année. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller beaucoup à l'archipel cette année, contrairement à l'habitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, du fait de tout ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de reports. Oui. Donc, il y a beaucoup de spectacles qui ont été reportés à la saison prochaine, plus ceux qui étaient déjà prévus. Donc, nous espérons pouvoir lancer la structure avec le 8 janvier prochain. D'accord. On espère que tout sera opérationnel parce que ce sera la bonne année. Voilà, la bonne année, avec une programmation originale, très originale pour l'archipel, mais c'est ce qui tombait à ce moment-là. Et c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, que je souhaitais réaliser. C'est l'accueil des aiglons. Donc ça change un peu de l'image que l'on a de la scène nationale. Donc effectivement, on va faire une ouverture de saison avec une transmission entre les jeunes du lycée TMD qui seront en ouverture de spectacle et une prestation des aiglons. Voilà.
des Aiglons de Basse-Terre. Après, on va enchaîner sur des spectacles de théâtre. On aura Tombeau Capitaine, une version de Maud Gallet. C'est la pièce de Simone Schwarzbart. Simone Schwarzbart. Oui, revu et corrigé. Exactement, qui a une nouvelle version qui est vraiment, vraiment très, 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 très bien. Et Qui metteur en scène Maud Gallet. D'accord. Et nous allons organiser justement une rencontre chez l'auteur auparavant, le mercredi, avec Maud Gallet. On aura aussi de la musique avec Maher Beauroy, ce pianiste magnifique de la Martinique qui va venir. Et après Laetitia Guédon. Voilà, donc une saison marquée sous le signe des nouvelles générations de créateurs guadeloupéens et aussi des hommages, Simone Schwarzbart, à Yves Toll, que nous allons recevoir aussi pour son jubilé. Voilà, différentes formations, une programmation très intéressante que je vous invite à découvrir sur le nouveau site de l'Archipel. Il y a aussi un nouveau site. Oui, le site a été refait, mais tout bitin. On a essayé de préparer les choses pour que les spectateurs guadeloupéens changent un peu, changent les idées dans notre structure. Alors, habituellement, il faut le dire, la saison démarre en septembre. Habituellement, je veux dire dans les périodes normales. Voilà. Alors là, ce sera janvier à quelle période? Jusqu'à juillet? Jusqu'à juin, non, jusqu'à juin. Enfin, début juillet, effectivement, début juillet. Parce qu'en fait, on ne peut pas comme ça décaler les choses parce que les artistes, il faut les programmer, il faut qu'ils se bloquent et tout ça. Donc, mais ce que je veux dire quand même, c'est que même si nous n'avons pas fait parler de nous, nous avons eu des résidences de création qui se sont... Justement, j'avais posé la question sur les résidences. Je sais qu'habituellement, il y a des résidences. Oui. Voilà, exactement. Donc, on devait avoir un temps fort dense. Donc, on a fait des captations. On a eu les résidences déjà. Il y en a qui seront diffusées. Par exemple, Mangrove avec Hubert Petitfard qui sera diffusé en janvier. Après, Myriam Soulange. Diffusé à l'intérieur même de l'archipel ou sous les réseaux? Non, à l'intérieur. Oui. Nous aurons 3 spectacles qui seront diffusés aujourd'hui et demain. Ce soir, à partir de 20h, sur la page Facebook. Oui. Donc, le spectacle de Patrick Servius, un chorégraphe qu'on aime beaucoup, que j'avais déjà reçu d'ailleurs auparavant. Et donc, ce spectacle-là, et donc voilà, nous aurons des grand-messes, le spectacle d'une artiste guadeloupéenne aussi, voilà, qui sera diffusé. Bourbeau, c'est ça? Voilà, Clémence Bouban, et qui est autour du carnaval. Oui. Avec des jeunes guadeloupéens. Alors, autre chose, c'est que la dernière fois que Jérôme, vous étiez venu ici, vous avez parlé de spectacle hors les murs. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Malheureusement, en mars 2020, cette pandémie nous a arrêtés dans un bel élan. Et en fait, c'est toujours une grande partie de mon projet, continuer à aller vers les publics. D'ailleurs, il faudrait qu'on y aille encore davantage, puisqu'on ne sait pas dans quelle situation on va pouvoir vraiment diffuser les spectacles. Donc, on se proposera de venir au plus près des spectateurs. Là, on est allé à Marie-Galante, on est allé à Petit Canal, on est allé à Pointe-Noire. On avait toute une série. En fait, par zone géographique comme ça, on avait attaqué la Côte-sous-le-Vent, des Pointe-Noire, ça s'est stoppé avec la pandémie, et donc on va continuer à descendre comme ça, le sud Basse-Terre, remonter en Grande Terre avec des spectacles pour le jeune public, des spectacles tout public, et aussi des rencontres avec des artistes, au plus près des artistes. D'accord. Mais alors, la question se pose maintenant, avec ou sans passe? Ah oui, bien sûr, le passe dès le premier spectateur. Là, c'est la réglementation qui le veut. Passe sanitaire dès le premier spectateur. Oui. Donc, ce ne sera pas comme hier, Joie Tradition, où on peut venir se tester à l'entrée. Non, il faut nécessairement un pass sanitaire. Il faudrait le pass sanitaire. On va essayer d'organiser ça. Ce n'est pas facile à organiser, d'avoir quelqu'un sur place pour effectuer des tests. C'est très coûteux avant l'entrée. C'est très coûteux. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, avec les collègues, on essaye de voir. Il n'y a pas de jauge, par contre. Non, par contre, c'est le masque durant le spectacle. Le port du masque durant le spectacle. Oui. Alors, l'autre question qui se pose, bien sûr, c'est le lionnage de l'archipel avec l'Atrium qui se faisait autrefois. Est-ce que ça va continuer ou avec le MAC? Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, les structures culturelles sont amenées par la force des choses à travailler en réseau. Oui. En Guadeloupe, on a le CEDAC, par exemple, qui est connu. Donc, on est encore en réunion avant-hier, réunion de programmation. Donc, on doit travailler en réseau. Et notre réseau va déjà au-delà du réseau des scènes nationales de l'Hexagone. Mais on travaille beaucoup avec l'Atrium. Et de ce fait, on reçoit justement un spectacle qu'on fait en co-diffusion
avec la Martinique. Donc demain et après-demain. Alors avec un partenariat aussi qu'on va continuer à développer, c'est avec celui avec la ville de Basse-Terre. Donc ça va se passer à l'auditorium, demain à 15 heures. Ah non, donc avec l'auditorium aussi, il y a un partenariat qui Oui, avec la ville de Basse-Terre, depuis maintenant, depuis la nouvelle équipe municipale, on a un très fort partenariat. On a eu l'occasion de faire des spectacles. Tout à fait, je me souviens, j'y étais d'ailleurs. Voilà, vous étiez venu le voir. Et donc, on va continuer à avoir ce partenariat parce que c'est une salle aussi qui nous permet de toucher un autre public et aussi d'animer la ville de Basse-Terre aussi énormément. Donc on va recevoir un spectacle pour tous les publics, surtout pour les jeunes publics. Young Fai, le Rossignol et l'Empereur. Et voilà, ce sera diffusé mardi à 15h et mercredi à 19h avec la ville de Basse-Terre. Et donc pour parler du partenariat avec l'Atrium, ce partenariat va aussi au-delà de la diffusion avec l'accompagnement des artistes. On essaye de se partager les résidences de création et aussi donc la diffusion des spectacles des artistes des deux territoires. Alors, je pose toujours la question parce que les artistes posent toujours la question. Est-ce que l'archipel ouvre la porte quand même aux artistes guadeloupéens cette année dans sa nouvelle programmation? En majorité, oui. En majorité, depuis que je suis là, en tout cas. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Voilà, exactement. Oui. Et donc, voilà, et l'archipel ouvre ses portes. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans le projet qu'on va développer maintenant, on va faire un peu plus appel aux autres structures du territoire. Oui. Parce qu'en fait, les résidences, normalement, ce sont des périodes très longues. De création. Et on ne peut pas faire tout seul, bloquer le plateau de l'archipel pendant un mois, par exemple. Donc on va travailler en réseau, c'est ce qu'on fait déjà, avec d'autres structures, aux Abîmes, à Cap Excellence, au Moule, de manière à pouvoir séquencer. Avec Sonis aussi. Avec Sonis, bien évidemment, surtout. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, et surtout que le directeur très sympathique est un ami, et il nous accompagne toujours. Donc là, on aura par exemple un artiste qui sera en résidence aussi entre Sonis et l'archipel, José Bertugal, pour sa nouvelle création. Donc voilà, donc on travaille comme ça, on fait beaucoup de choses. Oui. Les artistes guadeloupéens ont beaucoup souffert, vous le savez, cette période de crise. Et je me souviens quand on s'était vu, on disait que malheureusement nos artistes ne sont pas suffisamment organisés en termes de les aides qui sont données. Alors est-ce qu'il y a un petit ballon qui est repris quand même pour eux? Oui, alors, les artistes ne sont pas organisés par la force des choses. Je crois que là, maintenant, un des enseignements, il y en a beaucoup, hein, mais c'est qu'on va inciter, en tout cas, moi, je vais marteler cela, un maximum, les collectivités, tous les gens qui emploient des artistes, de les déclarer. Voilà, c'est ça. De les déclarer, de leur faire... Puis l'artiste marron, quoi, c'est ça. C'est même pas... C'est le fait de leur demander des factures. Oui. Ça, c'est pas normal. Un artiste, il y a un régime qui est particulier pour les artistes. Oui. Donc, ce sont les annexes 8 et 10. C'est pour les techniciens aussi. Du monde du spectacle, il faut que nos artistes adhèrent maintenant majoritairement parce que la crise nous a montré que quand il y a une aide qui vient de l'État, ils vont vers ce qui est structuré. Uniquement structures qui existent. Quoi. Voilà. Et là, ils peuvent avoir un regard et savoir. Et le regard, c'est sur les intermittents. Donc maintenant, la bataille qu'il va falloir mener, c'est pousser les collectivités un maximum, puisque les collectivités font beaucoup travailler les artistes, il faut le reconnaître. Par contre, d'arrêter de leur demander des factures et de les déclarer, c'est pas compliqué. Il y a un guichet unique. Certaines collectivités, comme les Abîmes au Cap Excellence, le font très bien régulièrement. Donc, il y a moyen de le faire. Un des enseignements qu'il faut tirer, en tout cas de cette période, c'est pousser les collectivités et tous les gens à déclarer les artistes. Ça veut dire qu'à l'archipel, un artiste qui n'est pas structuré ne pourra plus passer à l'archipel? Ah non, non. Au contraire. L'archipel est là pour accompagner les artistes. Donc, ceux qui ne... il y a ce qu'on appelle les contrats de cession. Ceux qui ne sont pas en mesure de faire des contrats de cession ont des contrats d'engagement individuels. Donc, on engage tout le monde. Ça, on engage tout le monde. Et par contre, on déclare tout le monde. Ça, c'est une réalité de l'archipel. Ça a toujours été le cas. Oui. Non, c'est important parce que on va recevoir bientôt, comment elle s'appelle, Christelle M., qui nous disait, avec l'UNIA, qui nous disait la difficulté des artistes aujourd'hui à survivre
dans le contexte actuel. Oui, tout à fait. Et malheureusement, les aides ne peuvent pas les atteindre justement du fait de ce manque de structuration. Donc, et en plus, ce qu'il y a de paradoxal, je ne sais pas si vous avez constaté, depuis plus d'1 an, les artistes n'ont jamais autant, les musiciens surtout, n'ont jamais autant travaillé en Guadeloupe que durant cette période. C'est vrai. Dans les bars, les restaurants et tout ça. Ben, ils ont trouvé d'autres moyens pour survivre. Les restaurateurs aussi. Oui. Les restaurateurs aussi ont pu tirer une bonne... Et ça, c'est bien. J'espère qu'ils vont continuer dans cette dynamique. Oui. Maintenant, l'étape suivante, c'est la déclaration. Oui. C'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Et moi, j'ai toujours connu ça, quoi. Quand j'étais artiste, la première des choses, c'est tu es déclaré, combien, et tout ça, le cachet, et tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est quand même à long terme, pour pérenniser son métier, sa fonction, l'artiste, il faut penser à plein de choses, la couverture sociale, la retraite, tout ça, c'est prévu dans ces statuts. Oui. Donc, si on veut, les artistes, ce sont souvent des enfants, des parents, et si on veut que nos parents, nos enfants évoluent correctement, il vaut mieux leur prévoir quand même les choses pour l'avenir. Juste un petit mot pour nous expliquer ce que c'est que les grands-messes. Alors, Grand-Messe, c'était vraiment intéressant. C'est une artiste guadeloupéenne qui vit là-bas et qui est venue en Guadeloupe à différentes périodes de carnaval et qui a été émerveillée et qui est partie sur une création contemporaine autour du carnaval. De danse. Et c'est une jeune femme de Basse-Terre, donc elle a beaucoup travaillé avec Voukoum, elle a vu un peu ce que ça donnait, et donc elle a fait une création avec 2 artistes guadeloupéennes émergentes que nous accompagnons à l'archipel depuis longtemps, du collectif Edo, Lisa Ponet et Naomi Ngadessin, et donc elles ont créé un spectacle autour de cela, et ce spectacle-là sera rediffusé. Mais pas cette saison, la saison prochaine, parce qu'en fait, c'est toute une organisation qu'il faut prévoir avec Voukoum, avec des gens qui montent sur scène. Ce sont les images que vous voyez. Voilà, exactement. Et Clémence, donc, Naomi et Elisa. Et ce avec les groupes APO, finalement. C'est spectacle à partir des groupes APO. À partir des groupes APO et tout ce qu'il peut y avoir comme ressenti autour de... non pas pour les personnes qui sont dans les groupes APO, parce que c'est toute une philosophie qu'on connaît, qui est particulière, mais les gens qui ressentent de l'extérieur. Alors, l'autre nouveauté cette année, c'est que l'archipel sera plus présent aussi en ligne. Exact, c'est une conséquence. C'est une conséquence de la pandémie. C'est une conséquence, sera plus présente, mais je tiens à le dire, je le répète, nous faisons du spectacle vivant. Ce que vous voyez sur les réseaux, ce sont des spectacles enregistrés, c'est encore autre chose. Donc, mais forcément, ça nous a poussé à développer un peu ce volet-là. Donc, on va essayer de continuer, mais l'essentiel pour nous, le plus important reste le fait de faire venir le spectacle vivant, de faire venir les spectacles. Alors, les gens qui vont vous poser la question, je la pose déjà. Les abonnements, comment ça va se mettre en place? Ah oui, on va pousser énormément les abonnements parce qu'en fait, nous, ça va nous permettre de nous projeter et vu l'organisation sanitaire qu'il va falloir mettre en place, plus on aura d'abonnés, plus on aura de contact avec nos publics, en fait, mieux on pourra organiser leur accueil. Parce qu'en fait, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer au niveau sanitaire et tout. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce qu'on a pu constater lorsqu'on a pu faire quelques spectacles, les spectateurs ont besoin un peu de s'évader, enfin, non pas de légèreté, de voir autre chose. Et donc, je suis assez optimiste sur le fait que les gens viennent au spectacle. Maintenant, il faut qu'on organise tout cela. Ça veut dire mettre en place des abonnements, discuter avec, échanger avec nos publics et faire en sorte que l'accueil soit le mieux organisé possible. Et avec, je suppose que avec l'équipe, tout le monde en place, quand on dit. Tout le monde en place, tout le monde est là, impatient. Les personnels ont toujours des petits hauts, des petits bas, mais ça va. Ah, mais au contraire, c'est-à-dire que vous savez ce qui s'est passé, c'est que, et même moi, lorsqu'en octobre, parce qu'en fait, on ne pouvait pas encore recevoir du public, mais on pouvait recevoir des artistes. Les premiers artistes qui sont arrivés en résidence, toute l'équipe les a choyés, les techniciens, tout le monde était super content de voir revivre notre théâtre, parce que ça fait plus d'1 an quand même qu'on ne reçoit plus personne à l'archipel. Il y a 2-3 ans, c'est la dernière question, il y avait eu un festival chorégraphique avec des Haïtiens, tout ça. C'est un projet pour l'année prochaine? Oui, alors en biennale, nous avons un festival de danse et un festival jeunesse. Ce sont 2 axes forts de mon projet. Donc là, on a essayé de faire un temps fort danse là. Donc en mai
2022, ce sera le festival jeunesse, Oui. avec beaucoup de projets, réseau Acitège, beaucoup de choses. Et en 2023, ce sera le festival de danse. Et c'est un festival qui, normalement, est en alternance avec celui de la Martinique. C'est pour permettre à nos chorégraphes d'avoir en permanence, entre nos deux territoires, la possibilité de... Alors, c'est la petite nouveauté qu'on aussi, c'est qu'en fin de compte, en 2022, il y aura 2 rentrées. Oui, il y aura 2 Rentrée rentrées. de janvier. Exact. Et donc, ça veut dire qu'on pense déjà à la rentrée de septembre déjà. Ah oui, largement, puisqu'en fait, entre les reports et ce que nous avons comme engagement par rapport à des créations que nous pensons accompagner, on est déjà sur 22-23 largement. Ouais. Largement, c'est déjà largement entamé. Bon. Mais Gérard, pour vous merci. Un petit rappel quand même, rapidement. Alors, ce soir... Ce soir et demain soir, en ligne, Oui. donc, danse, Oui. de la danse en À réseau. partir de 20h. Voilà, à 20h. À 20h. Vous vous connectez, Oui. vous verrez 2 beaux spectacles. Sur le Facebook de Facebook de l'Archipel. l'Archipel, Oui. exact, oui. Et un spectacle vivant, le premier Spectacle vivant en partenariat avec la ville de Basse-Terre. Donc, demain à 15h, à l'auditorium Jérôme Cléry. Oui. Et mercredi soir à 19h, tout public aussi. Bon. Les tickets sont déjà en vente. Oui, les tickets sont déjà en vente. Oui. Mais merci d'être venu, 2h56. On va Merci revenir dans l'actualité sur le week-end dernier, la manifestation du collectif. C'était à Bémao. Vianney Valverde était sur place, on regarde. Pas encore prêt pour ce... Bon, on va faire la pause pub d'abord et puis on va se retrouver tout à l'heure avec Vianney Valverde pour le premier reportage de ce samedi dernier. À tout de suite. Nous sommes revenus sur le plateau, il est 13h04. Dans un instant, nous allons recevoir M. Willy Nestor. Bonjour. Bonjour, Canal 10. Et qui Bonjour, est téléspectateurs. éditeur des éditions Nestor. Avec lui, Madame Marie-Hélène Joubert. Bonjour. Bonjour. Autrice d'un ouvrage, La tradition des chants de Noël entre célébration religieuse et... J'avais pas eu le temps. Ritualisation sociale. Socialisation sociale. La tradition des chants de Noël en Guadeloupe. D'accord. Madame Karine Baillieu, elle est psychologue. Bonjour. Bonjour. Quel est l'impact de la politique sanitaire et sociale sur la santé mentale des Guadeloupéens? On verra ça avec vous dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était ce meeting samedi, comme c'est une tradition qui a été reprise. Cette fois-ci, c'était à Bémao. Et on a eu le sentiment qu'en Carrefour était un petit peu bloqué à la suite de ce meeting. 13h04, on regarde un peu ce reportage de Vianney Valverde. Là, c'est marché, mais là, c'est surtout organisation pour nous passer à la 3e phase. Nous sommes en train d'organiser. Et il faut bien comprendre qu'après ça, il ne faut pas pour le monde dire que c'est faute en nous. Chaque monde doit prendre responsabilité à eux. Les élus, il faut qu'ils prennent responsabilité à eux. De toutes les manières, le gouvernement a montré clairement qu'il n'y a pas méprisé et qu'il n'y a pas considéré comme étant monde. Mais quand il est là, nous avons constaté, c'est même pour les élus qui sont rentrés effectivement dans le système à gouvernement là, nous avons bien vu que c'est un véritable colonialisme qui est organisé, même avec nous dans nous, qui sommes nous. Donc quand il est là, c'est chaque monde qui a choisi quand il mais chaque monde qui prend responsabilité à eux, c'est surtout ça qu'il a envie de dire. Nous décidons de rassembler nous ici dans Bémao pour nous continuer le combat nous pas mener. Ni on insulte à les élus politiques qui imitaient grand chef Ayo, ministre de l'Intérieur colonie et gouvernement français. Et nous décidons de continuer l'action plus que jamais. Ils décident donc mener le combat nous qu'on nous a fait depuis juillet. Et ça qui fait force à nous, c'est qu'il y a une communion entre la jeunesse décriée et le mouvement là. La jeunesse décriée, les collectifs et les organisations qui ont composé. Et c'est ça qui est important et fondamental pour nous. De toute façon, ça nous a dit là, de décider de réunir le gouvernement là et le Parlement pour changer la loi. Mais nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas changé. Comme nous déjà dit, le pass vaccinal sont là. Le pass vaccinal, il va obligé de mettre ça en place. L'obligation vaccinale encore moins. Mais puisqu'il est ainsi, à nous, nous boire en bas du fait pour que l'IOP dise qu'en Guadeloupe, en Martinique, du moins là, mon Kagoumé, qu'il n'y a pas ni vaccin obligatoire à faire. Pas obligé à faire ça, il va faire. Parce que derrière l'obligation là, mais surtout en volonté, c'est tous les intérêts des travailleurs, des malheureux et des pauvres en pays là, ça, d'attaquer. Donc pour nous éviter ça, la meilleure façon, il faut commencer par là, il faut commencer en bout, qui c'est l'obligation vaccinale. Manifestation qui s'est terminée, donc, je vous l'ai dit, dans un supermarché, tout de suite à côté de Bémar. On va revenir à l'opération de l'UME, la CAL, puisque vous savez, depuis plus de 3 semaines, c'est une véritable guérilla entre
les conseillers qui exigent le changement à la CARL et le président actuel, Cédric Cornet. Il y avait une conférence de presse ce week-end parce qu'ils pensent que aujourd'hui, la gestion de la CARL est un peu calamiteuse. Ce que nous demande de son côté, Cédric Cornet, qu'on a vu ici même à Canal, qu'on a entendu sur d'autres médias. Bref, c'est une guerre de communiquer, une guerre de communication aussi. Olivier Moadé était à la conférence de presse samedi. Conférence de presse pour rétablir la vérité, pour faire comprendre à la population qu'il y a beaucoup eu de contre-vérités, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse écrite, dans la presse télévisée, et qu'il y a des dysfonctionnements à la communauté d'Aglo, et que le président de la CARL n'a pas un esprit communautaire, n'a pas un fonctionnement démocratique avec les élus que nous sommes, les élus majoritaires que nous sommes actuellement à la CARL. Donc ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent entendre que les choses ne fonctionnent pas, qu'ils puissent entendre qu'il y a des règles à respecter, qu'ils puissent entendre qu'il doit y avoir de la transparence, de la démocratie. Nous l'avons beaucoup insisté. Et c'est ce qui est le plus choquant. Nous avons une responsabilité. De par tous les constats que nous avons faits, nous allons effectivement saisir les autorités, on vous l'a dit, la CRC, la préfecture, etc., pour que toutes ces instances interviennent au sein de la CARL. Je ne dirais pas que j'ai tourné mon dos à ma majorité, mais j'ai tourné mon dos au manque de démocratie au sein de la CARL. S'il fallait revenir en arrière, cela fait un moment que certaines exactions ont lieu, que certains manquements, en tout cas lors des délibérations, les éléments ne nous sont pas fournis pour pouvoir délibérer en âme et conscience au nom de la population. Donc à un moment, il m'a fallu prendre position individuellement et j'ai réalisé que je n'étais pas le seul au sein de la CARL qui remettait en question le manque d'éthique et de démocratie du président actuel. Alors, il faut être clair. Les 22 conseillers communautaires, nous, notre démarche, c'est une démarche légaliste, légale. La loi, rien que la loi, et le code des collectivités territoriales. C'est-à-dire que les conseillers communautaires ne peuvent pas démissionner, ne peuvent pas faire partir un président. Il faut que ce soit clair. La loi dit bien que le président est élu et s'il ne démissionne pas ou s'il n'est pas démis pour faute grave, et ce n'est pas nous qui pouvons le démettre, ça peut être éventuellement le ministre ou le conseil des ministres ou le préfet, nous ne pouvons pas. Donc nous nous inscrivons dans une démarche légaliste, le respect de la loi, mais nous avons un objectif. S'il faut arrêter que l'argent de la carte soit dilapidé, il faut arrêter les fonctionnements antidémocratiques, il faut, si vous voulez, qu'on puisse redonner le pouvoir aux citoyens qui nous ont élus. Et pour reprendre le pouvoir, il y a une chose que prévoit la loi, c'est le retrait des délégations. Ça veut dire qu'on vote en conseil communautaire le retrait des délégations et il perd tous ses pouvoirs. Il peut rester président, mais c'est comme un président en fantoche, un président de représentation. S'il veut, il peut rester président. Mais en tout cas, il ne peut plus avoir le pouvoir d'agir en notre nom contre ce que les citoyens ont décidé, contre ce que les élus communautaires ont décidé. Donc, moi, je le répète, c'est la loi, rien que la loi. Donc, on attend la suite. Va-t-il démissionner? That is the question. Pour l'instant, on revient à des choses beaucoup plus calmes, puisque c'est la période de fin d'année, c'est la période où on offre des ouvrages. La semaine dernière, nous avons reçu Didier Manette. Aujourd'hui, c'est notre éditeur, aussi pour l'X, M. Willy Nestor. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Danick. Alors, question pour la fin de l'année, quels sont les ouvrages qui sont proposés à nos lecteurs en tant qu'éditeur? Qu'est-ce que vous conseillez aux Guadeloupéens en cette fin d'année? Alors, les ouvrages sont nombreux. Je parlais déjà de l'ouvrage de Jacques Sagon, Papyrus. Oui, on l'a reçu la semaine dernière ici. Voilà. Oui. Donc, nous avons également l'ouvrage de Dunière Aglas, oui. Coup de main. Nous avons un agenda. Alors, c'est un agenda qui tient compte un peu des objectifs qui sera très bénéfique aux chefs d'entreprise ou des gens qui ont des projets. Donc, il n'est pas planifié, mais il vous permet d'évoluer selon ce que vous avez donc comme objectif. C'est un agenda pour l'année ou bien pour la décennie? Vous pouvez aller jusqu'à 2024 avec. Ah, d'accord. Mais ça sera fonction de vos projets. C'est un agenda qui va évoluer avec les objectifs que vous êtes fixés. Donc, voilà. Et nous avons donc
ce magnifique livre de Madame Marie-Josée Viscard, qui parle des femmes politiques en Guadeloupe. C'est un peu la parité, les réalisations de toutes ces femmes dont la parité s'impose, comment elles se sont insérées dans cette vie politique, leurs réalisations. Et donc, toutes les femmes politiques de la Guadeloupe sont citées dans ce ouvrage? Absolument, toutes les femmes politiques sont citées. D'accord. On verra ça avec plaisir. Alors, en parlant de femmes, vous avez... je n'ai pas fini, parce que là, j'ai femme. un autre auteur qui est donc Marie-Hélène Joubert, qui va nous parler de la Noël. Alors, vous avez publié un ouvrage qui tombe à pic, les traditions des chants de Noël en Guadeloupe. Oui, enfin, c'est un peu voulu que ça sorte à cette époque-là, parce que c'est un travail qui a commencé il y a très longtemps. Mais constatant le fait qu'il n'y avait pas d'écrit sur l'origine, comment les chants de Noël étaient arrivés, comment on les avait transformés, comment ça se passait. Donc, comme j'avais déjà un travail personnel qui avait été fait, il m'a été suggéré d'en faire un livre. Donc, j'ai écrit ce livre, La tradition des chants de Noël en Guadeloupe, entre célébration religieuse et ritualisation sociale. C'est-à-dire comment quelque chose qui apparemment est religieux se retrouve dans la vie de tous les jours, support de la fête, support des échanges, support, voilà, à Noël. Donc à l'origine, c'est la religion catholique qui porte les chants de Noël ici. À quelle époque ça arrive? Eh bien, ça arrive au XVIIe siècle. XVIIe siècle? Dès le XVIIe siècle, à mon avis. Oui. Parce que les chants avaient une très grande importance dans la formation des esclaves. Avec les jésuites qui aimaient beaucoup la musique, c'était de très bons musiciens et les esclaves étaient doués pour la musique. Alors oui, mais les esclaves, enfin les Africains soumis en esclavage, comme on dit, c'est le terme approprié maintenant, ils n'étaient pas nécessairement catholiques. Ah oui, mais la religion catholique a été imposée dès le départ. D'accord. Dans les colonies. Ah oui, c'était la religion. La religion, les autres religions étaient émancées. Enfin, j'en parle dans mon livre. Il ne faut pas que j'en dise trop, parce que sinon, il n'y aura pas d'intérêt à acheter ce petit livre-là. Oui. Alors, donc, le plus ancien chant que vous avez trouvé, c'est lequel? Eh bien, il y a Michauveillet. Michauveillet, je ne sais pas le plus ancien. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus ancien. Mais, en fait, disons que ce que j'ai trouvé, je les ai trouvés dans des recueils. Et ils ont tous les recueils... des catholiques au départ? C'est les prêtres même qui faisaient les recueils? Les recueils que nous avons, ça vient de l'Église catholique. Disons, les chants que nous avons, que nous chantons régulièrement. Mais ça a été prélevé dans ce qu'on appelle des Bibles de Noël, qui étaient des populaires, en fait. C'était populaire et il y avait des milliers de Bibles de Noël, c'est-à-dire de la poésie de Noël, des chants de Noël. Et sur ces milliers-là, l'Église en a pris quelques-uns qu'ils ont mis ce que nous appelons les cantiques maintenant, des supports, des livrets de Noël, et que nous utilisons jusqu'à présent. Et ils ont été créolisés. Pardon? Ils ont été créolisés aussi, ces chants? Non, pas forcément. Non, il y a les bellets et les cabolos à la fin, mais les chants sont restés les mêmes. Les paroles sont restées en français? Les paroles sont en français, les cantiques qu'on chante, c'est en français. Et c'est quand on a fini de chanter le cantique qu'on dit « Il pas tel qui compte Michaud, qui dit c'est ça, c'est ça que vous dites, ça a été créolisé? Non, ça n'a pas été créolisé, c'est qu'après, nous avons ajouté ça sans nous. Mais cantique-là arrêté, cantique-là, on finit chanter Michauveillet. Cantique-là, comme c'est dans les recueils que j'ai trouvés, des recueils anciens. Et à ce moment-là, on ajoute ça, mais c'était au moment du bordé de Noël seulement. Parce qu'à mon époque, quand on chantait Noël, on chantait les cantiques. Nous, quand chantait ces cantiques à mon âge, gentiment. En français? Mais toujours en français. Et après, les cantiques ne sont pas chantés en créole. Les cantiques, les textes des cantiques restent le même. Et après, mais même les gens vous disent, ce sont des cabolos. Pour certaines régions, ce sont des bellets. On te dit qu'on ajoute à la fin. Mais et la musique même alors? Et la musique? Eh bien, la musique, j'ai retrouvé, j'ai pas pu, parce qu'à l'époque, la musique était... Il n'y avait pas de partition parce que c'était une musique populaire et les musiques populaires n'étaient pas écrites. Mais j'ai retrouvé quelques partitions du 19e siècle
Et les airs se rapprochent de ce que nous Ça se chantons. rapproche quand même. Voilà. Oui. Voilà. Et pour ceux que nous avons oubliés ou qui n'existent pas, de toute façon, on a ajouté des airs à nous, on a modifié. Ah, quand même, il y a une petite... Oui, il y a des groupes qui mettent une musique. Mais c'est normal, parce que même en France, c'était marqué sur l'air de... Oui. C'était de la poésie populaire qu'on chantait sur des airs qui étaient faciles à retenir pour le peuple. Vous avez trouvé l'origine de ces chansons? Pardon? L'origine même, je veux dire, géographique. Eh bien, j'ai trouvé ça venant de Nantes, par exemple, oui. Enfin, de La Rochelle, de la région de La Rochelle, oui. De Bordeaux, enfin, en fait, de Paris. Lieu de la colonisation. Non, du départ. Du départ de la colonisation. Du départ des bateaux. Des bateaux? Oui, des villes d'où les bateaux partaient. Et on dit que les marins chantaient beaucoup les chants de Noël, sont arrivés avec des chants de Noël. Et donc ça a été transmis comme ça? Ça a été transmis avec l'Église. Et en même temps, avec aussi, parce que c'était joli. L'Église a abandonné ces chants-là, quand même? Non, des chants, non. Non, par exemple, les anges de nos campagnes, on chante ça à l'église toujours. Oui. Les anges dans nos campagnes. On chante. On chante ça tout le temps à l'église. On belle voix toujours. Hein? Donc, non, l'église, ces chants-là n'ont pas été abandonnés. Oui. Les églises sont libres de chanter, les gens sont libres de chanter s'ils le veulent. Oui, d'accord. Et donc, cet ouvrage, il est destiné à qui? C'est un ouvrage, je veux dire, historique? De vulgarisation. De vulgarisation, quand même? Oui, c'est pour les enfants, les jeunes, pour les scolaires, pour tout le monde. D'accord. Voilà. J'ai eu la chance, il y a un animateur qui a dit que c'était un ouvrage de référence. J'estime que c'est un peu ça. Il y a une base. Oui. Et à partir de cette base-là, on peut évoluer comme on veut. Voilà, une base historique. Alors, je reviens vers l'éditeur, parce que j'ai posé la question à la semaine dernière à Didier Manette. La période pandémique, est-ce que ça fait davantage lire ou moins lire, plus produire ou moins produire? Oui, enfin, j'aimerais bien parler de... c'est vrai que nous passons depuis 2020, c'est vraiment un moment difficile parce que tout fonctionne pratiquement à mi-temps. Et s'ajoute encore cette mobilisation avec des directives gouvernementales, des règles sanitaires qui, franchement... Ça n'empêche pas l'écrit. Oui, mais c'est embêtant de vouloir vacciner à tout prix. Je ne comprends pas cette obligation. Oui. S'il n'y avait pas cette obligation, on ne serait pas dans cette situation. Oui. Parce que nous avons déjà trop subi avec déjà la pandémie. Et s'ajoute encore des décisions gouvernementales qui, à mon avis, des décisions qui ne sont pas faites pour arranger les choses. Il faut le dire, hein, je le dis. Si ce n'était pas ce caractère obligatoire, oui, il y aurait eu pratiquement 100% de vaccinés. Pourquoi ce caractère obligatoire? Et là, on nous enfonce. Oui. Nous sommes des acteurs économiques. Oui. En ce qui concerne le livre, quand des libraires sont fermés, quand vous ne pouvez pas vous rendre sur des lieux pour fonctionner, des signatures, des dédicaces, tout ce que nous avons l'habitude de faire, eh bien, c'est une situation qui est forcément embarrassante. Donc ça ralentit l'édition et la vente. Bien sûr. Oui. Et en plus, quand cette pandémie, plus ces décisions gouvernementales, il faut qu'on arrive quand même à des choses bien plus justes. D'accord. Alors, on a au téléphone Madame Pierre-Justin, Kevin. Oui, Madame Pierre-Justin, c'est une soignée à domicile en situation de handicap. On va la rejoindre tout de suite au téléphone. Madame Pierre-Justin, bonjour, vous m'entendez? Madame Pierre-Justin? J'ai pas de retour. Est-ce qu'elle est vraiment en ligne? Non? On essaie de joindre... Monsieur Jean-Sony? Oui, bonjour Madame Pierre-Justin. Oui, vous m'entendez? Non, je vous entends mal. Vous m'entendez mal. Mais vous pouvez parler parce qu'on vous entend très bien. Alors, quel est votre problème en tant que personne en situation de handicap pendant cette période?
Alors, mon problème, qui est, me semble-t-il, qui va devenir en tout cas d'ordre général, si la situation reste la même concernant cette obligation de vaccination, c'est que les soignants, certains d'entre eux, évidemment comme beaucoup d'autres personnes, refusent de se faire vacciner. Et nous, les personnes en situation de handicap ou d'autres, nous les patients, je n'ai pas vu dans la loi du 5 août ce qui est prévu en cas justement d'absence des patients. Oui. Donc je voulais alerter la population sur les risques encourus par tout le monde parce que les soignants arrivent du jour au lendemain et vous annoncent qu'ils ne peuvent plus exercer au motif qu'ils ne sont pas vaccinés pour certains d'entre eux. Oui. Qu'allons-nous devenir? Et donc, une société sans soignants, ça ne marche pas. Oui. Et donc, ça a été compliqué pour vous ces temps derniers? C'est compliqué jusqu'à présent. Oui. Jusqu'à présent, je suis en recherche d'infirmiers parce que j'ai des soins qui s'achèvent très tard le soir. Figurez-vous que c'est difficile. Pendant la période du confinement, les soignants qui actuellement sont suspendus, eh bien, sont venus, comme tout le monde le sait, sans masque, sans protection, nous soigner. Il n'y a pas eu plus de problèmes qu'actuellement. La preuve en est, mais c'est vrai qu'il y a des variants, mais c'était prévu qu'il y aurait eu des variants. Et nous n'avons pas été plus malades que cela. Donc, les personnes actuellement sont brimées, sont, je veux dire, contraintes d'être vaccinées. Ça, c'est le gouvernement qui l'a décidé. Je ne peux pas discuter là-dessus. Ce que je dis, c'est que dans la loi, je ne vois pas la partie soignant, patient. Pourtant, derrière chaque soignant, forcément, il y a des patients. Oui, bien sûr. Donc, qu'a-t-on prévu en cas de résistance des soignants? Voilà ma question. Oui. Madame Pierre-Justin, est-ce que vous avez un message à faire passer en ce moment? Alors, le message est le suivant. Que la population entière, guadeloupéenne comme d'ailleurs, fasse très attention, car les sanctions tombent du jour au lendemain, et d'après l'expérience que j'ai, l'expérience vécue, les soignants arrivent et vous disent « je ne peux plus exercer ». Voilà ce qui se passe sur le terrain. Bien, d'accord. J'aimerais bien que la population me dise est-ce que ils se sentent suffisamment solidaires les uns par rapport aux autres pour pallier à ce genre d'incident. Bien. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai pour l'instant. Tout à fait. Bien. Bien, écoutez, on vous remercie. On vous souhaite... on peut que vous souhaitez que les soins arrivent chez vous. Je sais que c'est particulièrement difficile. En ce moment, il y a beaucoup de soignants ou de soignantes qui n'ont pas justement accès à leur soigner. Et c'est la grosse difficulté du moment. Et ça, c'est un véritable problème en Guadeloupe. Je reviens vers notre éditeur. Globalement, aujourd'hui, parce que M. Manette me disait que pendant la période de confinement, il a reçu beaucoup de manuscrits. Effectivement, parce que les gens, ne pouvant pas sortir, ils écrivent plus. Oui. Nous sommes bien sollicités. Nous sommes effectivement très sollicités. Oui. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vendre pour payer nos salariés. Tout à fait. Voilà, parce que ce soit les éditions Nestor, je rappelle, produit ces livres de A à Z, c'est-à-dire depuis l'écriture jusqu'à la fabrication à Goubert. Oui. Donc, quand vous êtes dans une situation comme aujourd'hui, ça pèse très très lourd dans le chiffre d'affaires. Dans nos chiffres d'affaires. Oui. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile. Bien sûr, je peux confirmer que nous avons plus de manuscrits qu'auparavant. Et moins de production. Mais moins de vente. Moins de vente. Ah oui, moins de vente. Oui. Ah mais oui. Je veux dire, par rapport à l'année précédente, est-ce qu'il y a eu plus de livres sortis, édités cette année, ou moins que l'année dernière?
Oui, alors c'est le paradoxe. Hein. Il y a beaucoup plus de livres qui sortent. Oui. C'est vrai, hein, que ce soit pendant la pandémie ou en ce moment, hein, nous avons énormément de manuscrits à traiter, beaucoup plus de production, mais nous sommes bloqués en bout de course. Voilà, nous avons un effet entonnoir. Il n'y a pas de salon du livre, il n'y a pas de fête du livre. Voilà, on en est là. On en est là. Et les aides, ça arrive quand même au compte-gouttes? Oui, mais enfin, vous savez que, quand on fonctionne, quand on est chef d'entreprise, on ne pense pas forcément aux aides. Normalement, l'activité doit se rémunérer. Enfin, personnellement, je n'ai jamais aimé cette histoire de subvention. C'est vraiment, enfin, pour des choses vraiment, voilà. Mais je préfère fonctionner. Voilà, mes recettes me permettent de payer mes dépenses. Bon, vu toutes les difficultés que présente notre pays, la Guadeloupe, je pense que voilà, ces différentes sommes, il y a donc des filières qui nécessitent vraiment des aides financières. Alors, est-ce que, pour revenir à l'édition, par rapport à la pandémie, il y a des ouvrages qui traitent de ce sujet, déjà, qui sont en cours de production? Oui, qui sont même déjà sortis. Hein. Ah bon? Et oui, donc, encore de réalisation. Vous prenez seulement, par exemple, le cas de cet ouvrage que je vais présenter, de Marie-Josée Viscard. Mais vous voyez, en dernière ligne, elle parle déjà du Covid. D'accord. Donc, le Covid, je pense pendant très longtemps encore, fera partie de notre actualité. Dans l'édition, oui. Absolument. Tout à fait. Et le livre que vous avez, Un coup de main pour la Guadeloupe, c'est une analyse particulière sur la situation politique de la Guadeloupe. Eh bien, absolument. Du Nier à glace. Oui, je vais le recevoir bientôt. C'est un qui livre à chaud ses analyses sur la situation du pays. Mais ce qui est très, très bien, c'est qu'il présente aussi des pistes pour s'en sortir. Tout à fait. J'espère que nos élus vont lire cet ouvrage. Lui-même, il a été... il y a quand même presque 700 pages. Oui, il faut à avoir mon le temps avis, pour le lire, c'est un ouvrage de référence. D'accord. Et le livre de Madame Joubert pour la période de Noël, ça s'indique? Oui. C'est d'après les retours, les gens sont vraiment très contents d'avoir ce livre. Oui. Et donc, ils en achètent. Oui. Donc, ils m'en redemandent parce qu'ils trouvent que c'est très intéressant. Oui, Nestor, il est prévu des signatures quand même dans les jours, semaines à venir, ou bien c'est un point d'interrogation sanitaire? J'attends que le gouvernement fasse un petit pas pour débloquer la situation de notre pays. Bon, il faut quand même être mature. Oui. Quand on veut absolument vacciner des gens, écoutez, je suis libre d'accepter ou pas, c'est ma liberté. C'est clair. Pour être vacciné ou pas, je ne comprends pas. Si en Europe, cette histoire, mais nous sommes quand même à plus de 7000 kilomètres. Nous ne vivons pas avec la même géographie, nous n'avons pas la même culture. Nous avons notre manière de voir, nous avons notre recul, le recul par rapport à tout ce que nous avons déjà subi, que ce soit au niveau chlordécone ou tout autre. Oui. Nous avons donc notre manière de voir. Et si ce n'était pas cette question obligatoire, je fais le pari qu'on aurait eu pratiquement 100% de vaccinés. C'est le syndrome d'Adam. Juste un petit mot, on va se retrouver tout à l'heure avec Madame la psychologue. Juste un petit mot là-dessus. C'est l'obligation qui freine, en un mot. Bon, certainement que ça y participe peut-être. Après, je ne suis pas certaine que ce soit que l'obligation. Ça vient rajouter de l'huile sur le feu. Oui. Dire que ça serait que l'obligation qui empêche les gens de se faire vacciner, c'est quand même aussi, quelque part, laisser sous-entendre que les Guadeloupéens sont tous des adolescents qui n'ont pas fini la crise d'adolescence. Oui. Alors, certes, il y a quelque chose de profondément ancré dans la difficulté à accepter la soumission sans comprendre. Oui. Mais ça ne veut pas dire que si ce n'était pas obligatoire, les gens n'auraient pas essayé de chercher à comprendre. Oui. D'ailleurs, la preuve, avant que ce soit obligatoire, il n'y avait quasiment pas de vaccinés en Guadeloupe. Oui. Et ce n'était pas parce que, comme on veut l'entendre, les gens sont incultes, illettrés ou qu'ils s'en réfèrent au vaudou. Donc je pense que
voilà, on en parlera un petit peu, mais on peut se poser des questions, en effet, sur la manière dont les choses sont menées. Est-ce que c'est vraiment la santé qui compte? Est-ce que c'est vraiment la santé qui compte? On peut se poser des questions. Le caractère obligatoire crée forcément une suspicion. Oui, je le nie pas. Je le nie pas. Je dis, malgré leur liberté, qu'on veuille absolument les obliger. Oui, ça rajoute d'une contrainte qui fait qu'on se dit déjà, on se pose des questions, et en plus le fait de vouloir le rendre obligatoire, on se dit c'est une atteinte aux libertés, ça nous met en colère. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça n'avait pas été obligatoire, c'est là-dessus que je rebondis. C'est que je suis tout à fait d'accord avec vous que le caractère obligatoire vient renforcer une colère intérieure, une révolte, de se dire mais on veut nous contraindre, on ne tient pas compte de notre propre autodéterminisme, du fait que je suis quelque part la seule qui puisse ou le seul qui puisse savoir ce qui est bon pour moi. Oui. Mais par contre, si ça n'avait pas été obligatoire, je ne suis pas persuadée, comme vous disiez, qu'il y aurait eu 100% de vaccinés, ou alors ça voudrait dire que le discours de la propagande aurait mieux marché. Bon, une bonne communication qui expliquerait le vaccin, etc. À mon avis, avec le temps, évidemment, je livre mon avis, aurait mieux fonctionné que ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je voudrais tout simplement rappeler, la Guadeloupe, premier département, prostate, cancer du sein. Quand vous avez un tel cocktail, comment voulez-vous que les gens, comment nos gouvernants n'arrivent pas à comprendre? C'est quelque chose... C'est incroyable que nos gouvernements, ce gouvernement n'arrive pas à comprendre ça. En fait, ce que vous dites, c'est presque de leur donner des clés. Moi, j'ai envie de dire... vous dites qu'il aurait fallu une meilleure communication. Mais si les gens se disent, il y a anguille sous roche, si les gens sont suspicieux, c'est qu'ils voient aussi qu'en fait, il y a un gap, il y a un fossé entre différents discours, et que ce n'est pas qu'une obligation qui agite les consciences actuellement et qui fait que les choses sont compliquées. On se retrouve tout à l'heure, on prend la pause et on va développer tout ça. Il est 13h34, on prend la seconde pause et on se retrouve tout à l'heure. On remercie Madame Joubert. On rappelle le titre de votre livre, votre ouvrage, donc la tradition des chants de Noël en Guadeloupe, parce qu'en Martinique, il y a peut-être un travail à faire, entre célébration religieuse et ritualisation sociale. L'ouvrage, il faudra lire. Un coup de main pour la Guadeloupe. Un coup de main pour Guadeloupe. L'agenda continue de Nina Gouibo. Et les femmes politiques. Les femmes politiques de Marie-Josée Viscard. D'accord, ok. À tout de suite. Tout sur le plateau, on va saluer l'arrivée de notre ami Jean-Luc Divial. Bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, ce sera dans un instant. Valérie, ici, vous êtes vice-président de la CICAS. Du Centre communal d'action sociale. De Trois-Rivières. Ouais. Et vous faites quelque chose pour la période de Noël, c'est ça? Voilà, nous organisons. C'est gratuit. On va en parler dans un instant. On revient avec la psychologue de service, on va dire, Karine Bélieu, mais aussi d'être avec nous. Oui. Et donc, visiblement, la santé mentale des Guadeloupéens a été atteinte, impactée par la situation sociale et sanitaire. Oui, je pense, comme un peu tout le monde, et je pense un peu partout dans le monde, mais ici aussi. Déjà, peut-être revenir sur le contexte depuis 2 ans. Oui. Depuis 2 ans, on voit bien qu'il y a un contexte de forte sollicitation émotionnelle, avec la peur qui est un outil qui est régulièrement mis en avant, même dans le discours médiatique. On a aussi une instabilité permanente du fonctionnement social, avec une alternance de restrictions, et puis après d'indulgences, et puis des restrictions, et puis à nouveau on a le droit, on n'a pas le droit. Voilà, donc ça crée aussi une instabilité. On ne peut pas se projeter finalement dans le futur. Habituellement, pour pouvoir fonctionner, on a besoin quand même de pouvoir se projeter à moyen et à long terme. Là, ça devient très compliqué, que ce soit à titre individuel ou même pour les entreprises, à titre professionnel. Et puis, un discours politique et médiatique aussi de plus en plus culpabilisant.
Hein, c'est de la faute à telle ou telle catégorie de la population s'il arrive telle ou telle chose. C'est quelque chose c'est un outil. Culpabilisation. Voilà, de culpabilisation qui vraiment est de plus en plus fréquent dans tous les discours de nos hommes politiques d'ailleurs. Donc ça, c'est pour les éléments. Ça impacte sur la santé mentale, vous pensez? Alors, ça impacte. Pourquoi? Quels sont les effets, en fait, aussi collatéraux? Ça va être une division qui va se creuser aussi entre deux discours qui viennent rajouter à ça. Le discours officiel. Moi, je livre un petit peu ce que j'observe. Oui, bien sûr. Je livre ce que j'observe. Il y a un discours officiel avec des scientifiques médiatisés, des scientifiques de télévision qui viennent donner des chiffres sans forcément donner les sources. Les sources, oui. Et puis, on voit bien que c'est complètement aussi développé. Un journalisme, finalement, beaucoup censuré. Alors, je ne savais pas comment qualifier. Est-ce qu'il faut dire officieux? Est-ce qu'il faut dire souterrain? C'est difficile. Donc, bon, je sais que Canal 10 réussit à faire un mixte et un peu sur la ligne, c'est-à-dire à la fois officiel et en même temps donner la parole à ces scientifiques qui peuvent être censurés ailleurs. Oui. Donc ça, j'en profite pour saluer Canal 10 pour ça. Mais c'est vrai que voilà, donc sur les réseaux sociaux notamment, il y a beaucoup de médias, de nouveaux médias qui sont apparus. Quand on emploie le mot réseaux sociaux, souvent c'est un mot qui est d'ailleurs très décrié pour certains, les réseaux sociaux, comme s'il y avait des fake news sur les réseaux sociaux. Oui. Non, les réseaux sociaux, c'est un nouveau mode de communication. Il n'y a pas que ça. Voilà, donc toutes les grandes chaînes et toutes tous les médias mainstream, les médias officiels ont d'ailleurs leur version sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un compte Facebook. De toute façon, les journalistes puissent des informations sur les réseaux sociaux et puis le rôle, c'est de retrouver le sens et la réalité de ces informations. C'est ça, donc c'est important. Voilà, de la même manière que c'est sur les réseaux, alors pas sociaux, mais c'est aussi sur Internet qu'on va retrouver les sources des données officielles, que ce soit les données de l'Agence nationale du médicament, les données de l'AVERS pour les États-Unis, les données du Sénat. Les financeurs de Big Pharma. Les financeurs. Voilà, tout le monde utilise la toile pour pouvoir donner de l'information. Voilà, donc il y a en tout cas comme ça quelque chose qui s'est creusé et qui a été un petit peu stigmatisé d'ailleurs, comme s'il y avait les bons et les méchants. Et ça participe du coup à une confusion, un mal-être et une division au sein de la population du coup une insécurité. Ça, c'est l'autre élément, c'est qu'on a une insécurité sanitaire au départ, avec un virus qui pourrait tuer, qui pourrait avoir fait des effets secondaires, etc. Mais cette insécurité s'accompagne aussi d'une insécurité professionnelle, sociale. On ne sait plus à qui on peut faire confiance. Et puis même au niveau relationnel d'ailleurs. Même au niveau relationnel. On peut donner la main. Voilà. Donc ça vient renforcer aussi une méfiance, une insécurité. L'être humain est un être au départ de relations sociables. Voilà. Si vous enfermez quelqu'un dans une pièce sans stimulation, il y a des expériences qui ont été faites comme ça. La personne devient folle. Elle développe des hallucinations, etc. Enfin, voilà, elle perd la raison. Donc c'est vraiment important. Alors, ça, ce sont les effets. Alors, les conséquences. Alors, si, juste un petit mot pour ajouter que cette insécurité, elle est aussi accentuée autour du vaccin. Donc, il y a l'insécurité autour de la maladie, qui peut causer des problèmes. Vaccin, la fiabilité et les effets secondaires du vaccin. Et cette obligation vaccinale qui vient mettre les gens en insécurité professionnelle pour la vie de tous les jours s'ils ne veulent pas se conformer. Et se conformer à quoi? À quelque chose qui peut-être va leur être néfaste. Surtout que dans cette obligation, on voit bien que des gens qui ont des effets secondaires, enfin qui ont des... qui ont déjà des pathologies sous-jacentes, ou alors qui ont attrapé la maladie il y a peu de temps. Enfin, on voit bien que finalement, tout le monde doit se faire vacciner. Les femmes enceintes, par exemple, ça aussi, ça pose beaucoup de questions. Jusqu'à présent, une femme enceinte, elle n'a le droit de rien prendre. Et éventuellement du Doliprane, enfin du paracétamol, éventuellement un peu de paracétamol, et encore avec prudence. Et là, pas de problème. On peut vacciner alors que c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas de recul.
Voilà. Pareil, on ne se pose pas la question de savoir finalement si il y a des populations, des groupes de personnes qui vont être plus ou moins impactés par la maladie. Non, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui interrogent. Ce sont des éléments aussi qui clivent la population puisque ça favorise ces doubles discours, officiels d'un côté et de l'autre. Donc l'insécurité. Alors les conséquences, comme vous me demandiez, hein. Oui. Alors déjà, il y a un épuisement. On observe un épuisement parce que finalement, c'est une situation qui dure dans le temps. Donc au départ, on avait tous le choc de cette maladie, etc. Et ça mobilise des ressources d'adaptation. Il faut qu'on s'adapte très rapidement à une situation traumatique, quelque part, hein, une situation qui vient nous remettre en question dans notre rapport à la vie, à la mort, brutalement. Voilà, donc ça génère chez certaines personnes des réactions au premier abord de sidération ou d'agitation désordonnée. Mais petit à petit, on doit mettre en place des ressources pour pouvoir s'adapter à cette situation. C'est développer des stratégies de stress adaptées. Sauf que ça, c'est très coûteux en énergie psychique. Donc généralement, ça fonctionne sur des laps de temps assez courts. Mais là, finalement, ça s'éternise dans le temps. Donc les gens s'épuisent et se retrouvent débordés émotionnellement, mais aussi le stress, finalement, va venir envahir plus profondément le psychisme. Parce que les moyens qu'on a mis en œuvre pour pouvoir essayer de le contrôler, de le surmonter. Et ça se ressent dans les consultations des psys comme vous? Oui, ça se ressent. Alors moi, par exemple, ça se ressent différemment en fonction de la personnalité des gens, en fonction de la manière dont les gens se sont structurés. Mais moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'on a des patients, des personnes qui ne sont pas forcément connues de la psychiatrie et qui, jusqu'à présent, vivaient de manière à peu près insérée, stable, mais certainement avec une structure de la personnalité un peu fragilisée quant à leur capacité à surmonter le réel et qui vont se retrouver hospitalisés en psychiatrie pour des troubles de persécution, d'hallucination aussi auditive et un discours qui pourrait paraître délirant. D'accord ? Quand on écoute le contenu du discours délirant, des hallucinations, on a l'impression que ça concerne des choses qui leur sont personnelles. D'accord ? Moi, je me suis aperçue qu'en fait, ces décompensations, elles étaient majorées par le vécu d'insécurité. Hein, si on se sent persécuté, si on a peur que son voisin dise des choses, c'est un exemple comme ça, hein, ça va être par exemple des personnes qui vont se dire « Oui, j'entends mes voisins qui parlent sur moi, ils disent ça ou ça ou ça sur moi. » C'est qu'on est en insécurité. Oui. Okay ? Donc il y a des gens qui, avant le Covid, des personnes qui vont avoir une insécurité permanente qui va les amener à avoir ce genre de symptômes tout le temps. Et ils sont traités, ils sont hospitalisés, ils sont connus. Mais là, dernièrement, on a des personnes qui n'avaient pas ça et qui le développent pour la première fois. Eh bien, moi, je me suis rendu compte que c'était aussi en écho avec cette insécurité permanente que nous avons. C'est-à-dire que leurs mécanismes habituels sont débordés. Ils n'arrivent plus à contenir le stress. Et donc, ils se sentent en insécurité. Et ça fait, du coup, décompenser les structures des personnes. Même s'ils ne vont pas dire que c'est le Covid. C'est-à-dire que leur délire ne porte pas autour du Covid. Hein. Mais ça ne va pas jusqu'à la folie, quand même. Quelque part, si, c'est ça. Moi, je n'emploie pas ce mot folie, mais parce que je le dis... de la personnalité, on va dire. Voilà, mais avec des symptômes qui sont des symptômes de la schizophrénie ou de la paranoïa, voilà, qui sont des psychoses invalidantes qu'on pourrait mettre sous le terme de la folie. En un mot, ça se soigne quand même. Oui, mais alors pour pouvoir être pris en compte, pour pouvoir se soigner, c'est important d'accepter de parler du contexte. Alors moi, je vois bien que comme ces personnes ne disent pas, elles ne montrent pas un délire autour du Covid ou autour de la situation, elles viennent avec les choses qui correspondent à leur histoire personnelle. Oui, donc c'est important que les soignants, que les professionnels ou leur entourage puissent se dire, mais peut-être que ça a réactivé leurs problématiques, mais peut-être que c'est parce qu'elles se sentent en insécurité là. Et moi, finalement, je me suis rendu compte en posant la question, comment vivez-vous la situation actuelle à ces patients-là? Eh bien, spontanément, ils me parlent, ils me disent, il y avait une dame, elle me disait,
justement, je suis inquiète parce que moi, je ne veux pas me faire vacciner, j'ai peur pour mes enfants, j'ai pas confiance, et puis on nous oblige, et puis en même temps, on est malade. Enfin voilà, elle me témoigne de tout ce qui l'inquiète. Mais si je n'avais pas posé la question, elle n'en aurait pas parlé. Parce que beaucoup de gens se sentent interdits. Hein, il y a eu cette omerta, comme j'ai dit, il y a ce climat de culpabilisation, ce clivage qui s'installe, où finalement, les gens ne savent pas s'ils peuvent parler de ça. Il y a beaucoup de tabous, d'omerta, c'est difficile d'en parler, et même auprès des soignants, finalement. Hein, donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir oser poser la question. Merci d'être venue nous dire tout ça. Madame Bayeux, on va vous retrouver, j'imagine, dans quelques semaines pour une autre question. Eh bien oui, parce que je pensais aujourd'hui d'ailleurs vous parler un petit peu des différentes façons de réagir en fonction de la manière dont vous êtes organisé sur l'attachement, en fait. Hein, il y a différentes façons de réagir et c'est pour ça que les gens réagissent différemment. Mais comme mes minutes sont déjà arrivées à échéance, ce sera l'occasion alors de faire spécifiquement, de revenir dessus. Je reviendrai, si vous êtes d'accord, dans quelques temps. Et comme ça, parce que les gens se posent la question beaucoup. Hein. Oui. Pourquoi moi je réagis de cette manière, mais mon voisin ou mon frère, ma soeur, ma belle-sœur réagit différemment. Voilà. Et en fait, ça s'explique aussi. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience pour éviter d'être dans des ressentiments, dans des combats, de vouloir savoir qui a raison, qui a tort. C'est important d'aller au-delà. On n'est pas tous prêts, armés de la même manière pour affronter ce qui se passe. Et ce qui se passe est vraiment très désorganisant. On va vous retrouver avec plaisir. 13h56. Alors, madame, je me rappelle le nom, oui, tout à fait. On va parler de la CECAS, effectivement, madame Arisic. Justement, dans cette période que propose la CECAS pour justement décompresser un peu. Ben justement, hein, comme disait madame la psychologue, la situation est critique et amène à devoir s'adapter. Et la première ressource, à part soi, c'est la famille. Oui. Donc, justement, le Centre communal d'action sociale de Trois-Rivières propose aux familles de se retrouver, de se rencontrer ce mercredi 22, entre parents et enfants, puisque depuis quelques mois, effectivement, chacun a ses préoccupations. Le parent qui se demande comment il nourrira son enfant, le parent qui se demande est-ce qu'il conservera son poste d'emploi, l'enfant, lui, qui se pose des questions sur son devenir, sur sa scolarité, sur sa formation, qui se pose aussi des questions sur la situation sanitaire. Donc, chacun est aux prises à ses difficultés et on n'a pas forcément le temps, au sein d'une famille, de se retrouver, d'échanger, de discuter. Le sujet du vaccin, de la COVID, peut être aussi un sujet tabou. Et donc, nous offrons cette opportunité aux familles de se retrouver, donc aux parents et aux enfants, de se retrouver à travers des activités manuelles, des activités de création, pouvoir échanger son point de vue, construire, co-construire, de façon à justement apprendre à se connaître et apprendre à reconnaître un petit peu les capacités de l'autre, se faire confiance, apprendre à se faire confiance et apprendre à grandir ensemble. Oui. Alors ça débute mercredi. Donc voilà, donc c'est une manifestation que nous organisons ce mercredi 22 décembre sur toute la journée. C'est une première édition. Monsieur le maire Jean-Louis Francisque place vraiment la famille au sein de ses préoccupations et nous souhaitions en fait, décliner cette action sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de nos sections. Malheureusement, il y a la situation que nous connaissons ne nous a pas permis. Voilà. Donc, nous avons quand même conservé cette journée, au moins sur 2 sites, donc au quartier du Carbet, à Trois-Rivières, et sur le site du Bourg. Donc, ce mercredi 22, avec 2 temps forts. À 9h, Contacaz qui vient animer un spectacle interactif. Et 18h, un film en plein air qui s'intitule « La fameuse invasion des ours en Sicile ». Nous avons dans l'entretemps donc, des ateliers de customisation, des ateliers de fabrication de bijoux, de peinture sur calebasse, sur pierre, de la poésie aussi. Donc, toutes ces activités, tous ces médiums en fait, culturels et artistiques qui permettent aux familles de se retrouver, de se co-construire. Et nous avons aussi une animation autour d'un livre jeunesse, Ève la fourmi. Donc, c'est 2 histoires de fourmis et d'ours qui apprennent sur les familles, la famille animalière, mais qui aussi
qui peut aussi nous faire écho en tant qu'individu vivant au milieu d'une société, au milieu d'une famille, au milieu d'une société qui a ses préoccupations, ses valeurs et ses combats. Je pose la question quand même pour vous embêter. On n'a pas prévu de psychologue, non? Comment? On n'a pas prévu de psychologue ce jour-là? Alors, nous travaillons nos ateliers justement pour faire un peu de psychologie entre soi. Voilà. Donc, le parent et l'enfant se retrouvent et se font eux-mêmes de la psychologie. Voilà. Donc, le spectacle aussi vivant interactif, c'est une manière aussi de verbaliser, de s'exprimer, de manifester, d'exprimer par le corps aussi ce qu'on ressent actuellement. Donc, c'est vraiment une occasion que nous offrons à nos familles pour lâcher prise et se retrouver, voilà, le temps d'une journée en tout cas, voilà, sur des activités positives et sortir un peu de ce marasme. Avec ou sans passe sanitaire? Ben, nous respectons les règles, évidemment. Nous respectons les règles. Donc, nous avons même un partenariat avec la maison de santé, les Roches-Gravées, pour réaliser des tests antigéniques la veille lorsque le pass sanitaire est exigé. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous sommes confiants. Oui. Et la manifestation est gratuite, j'imagine? Bien sûr. Oui. La manifestation est gratuite. Elle se déroule en partenariat avec la CAF. Donc, nous avons le soutien financier de la CAF dans le cadre du réseau d'écoute, d'aide et d'accompagnement des parents. Tout le matériel est fourni, donc les calebasses, les supports, les articles pour faire les bijoux, tout est fourni et la famille repart avec son cadeau de Noël, la famille repart avec sa propre création. Oui, les parents et les enfants viennent... ils viennent avec le sourire, la bonne humeur, et ils repartent avec quelque chose aussi... Le CECAS fait le reste. Le CECAS s'occupe de tout. Bien. Bon, merci d'être venu dire ça. Ne partez pas, parce qu'on va parler d'autre chose avec Jean-Luc Divial. Tout de suite, générique, c'est parti. Bonjour Lénic. Bonjour. Alors, évidemment, souvent, quand on se rencontre dans le cadre de notre rubrique, il y a beaucoup de questions qui fusent. Parfois, je n'ai pas toujours l'occasion d'y répondre tout de suite, mais je n'oublie pas. Donc, j'avais gardé un petit point pour aujourd'hui. Nous allons parler d'un mot dont vous nous avez demandé quelle en était l'étymologie. Nous allons tenter d'y répondre. On y va ? Alors, aujourd'hui, on peut parler de la notion de lutte et de combat dans notre langue. Rappelons que le Wuchikam, c'est un terme technique qui dit en clair ce qu'est notre langue. En fait, nous reparlons la langue de nos ancêtres. Il y a plusieurs façons d'aborder la question de la lutte. Ça peut être la lutte syndicale, ça peut être un refus, justement, de monde imposé et qui est mortifère. Et ça peut être aussi culturel. Mais dans le cas précis, nous allons parler justement des affrontements qu'il peut y avoir entre deux individus. Ça peut commencer dès l'enfance. Et le terme qui revient, c'est goumé, pas goumé-là. D'où vient ce terme, goumé? On va essayer d'y répondre avec, bien évidemment, notre langue source, l'une des langues les plus anciennes et dont nous avons une documentation fournie, une documentation écrite, à savoir l'égyptien ancien. Alors ici, vous avez une graphie qui figure un fantassin, c'est-à-dire les deux bras d'un soldat avec un bouclier et une hache antique. Et le dernier signe, c'est le samantème du pouvoir. Vous avez un homme avec un bâton dont la pointe est recourbée. Et ceci se translittère aha ou aha ou aka. Et ceci traduit le concept de l'affrontement, donc se battre, combattre, le combat. Et donc, nous allons chercher à comprendre quelle relation tout ceci a avec le mot que nous recherchons, bien évidemment. Et donc, comment on passe de aka à ce fameux goumé. Mais avant, nous allons devoir certainement quitter l'Égypte. Et vous allez voir pourquoi. Mais par contre, la première source, c'est, après l'égyptien ancien, Aka, c'est de solliciter le copte, parce que nous travaillons à partir des langues africaines modernes et anciennes. Donc, vous allez voir que en copte, on dit Agoun pour dire le combat, la lutte, ou Agon pour dire le combat, la lutte. Il y a deux prononciations. En sérère, on dira Chak pour dire chercher querelle, défier, provoquer.
Le Soninké dira hanka, terrasser, ou anke, lutte, lutter, et une langue kassem, le kassem qui est une langue du Burkina Faso, dira yanga, pour dire le combat, la lutte. Mais ce hak, qui veut dire chercher querelle, défier, provoquer, associé au haka de tout à l'heure de l'Égyptien ancien, ça doit vous mettre sur une piste. Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le fameux haka. Puisqu'on est en train de parler du registre de l'affrontement, du combat, du défi. Il vous faut quitter le... Comment? Non, pas exactement. C'est toujours avec le mot aka. Ça vous dit rien? Aka, ça vous dit rien? L'affrontement, le défi? Quitter l'Afrique, aller dans le Pacifique. Et dites-moi si ça vous fait penser à quelque chose. Aka. C'est quoi le aka? Je suis en train de chercher, justement. Bon, je n'ai pas encore trouvé. On va le voir avec l'image suivante, certainement. Bon, en tout cas, sachez que, comme nous le disons souvent, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de migration. Il y a des migrations qui sont récentes, qui datent de quelques siècles, d'autres de millénaires, et il y en a d'autres qui datent de plusieurs dizaines de millénaires. Voilà le haka. Vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, les All Blacks, justement, pratiquent cette danse de combat qui est un défi lancé à l'adversaire et qui est une survivance en fait de traditions plus anciennes. Parce que même si vous voyez que ce sont les plus récents arrivants de la Nouvelle-Zélande qui sont partie intégrante de l'équipe de rugby, mais c'est un rite plus ancien, c'est-à-dire que c'est une transmission d'une tradition plus ancienne, parce que le haka, c'est une danse chantée, un rituel pratiqué par les Maoris. Donc, vous voyez qu'ils ont conservé cette culture-là et elle est passée dans tout le pays. Et donc, c'est souvent lors de cérémonies ou de compétitions qu'ils pratiquent cette danse pour impressionner l'adversaire. Nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure des images. Et le club national qu'on appelle les All Blacks, eh bien, ils pratiquent cette danse. Mais elle est d'abord une danse des Maoris. Ceci interpelle sur l'origine justement de ce peuple-là. Mais, comme je vous dis, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de migration. Et ici, vous voyez qu'en face des All Blacks, quand ils pratiquent leur haka, eh bien, on dirait que l'équipe qui est en rouge, elle a un peu la tremblote. Elle a déjà perdu, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, vous voyez qu'on mobilise beaucoup les bras, les coudes, aussi, voilà, on montre ses muscles, en fait, pour ne pas avoir à les montrer quelque part. C'est un peu une forme de dissuasion. Nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant et vérifier ce fait, parce que ce n'est pas tout de dire que cela vient de ce concept égyptien. Regardez ici, vous avez deux façons différentes d'écrire le même terme. Alors, à votre gauche, vous allez voir qu'il y a un bras, donc vous voyez, il y a une mèche, en fait, c'est du textile torsadé qui sert de mèche ou de natte, et vous avez un rapace. À côté, vous avez le même signe que je vous ai présenté au début, mais auquel s'est ajouté le rapace. Ceci indique que le terme du rapace, c'est le lien commun, et c'est le signe commun aux deux, et donc mobiliser le nom et nommer ce rapace dans les langues africaines modernes nous permet de générer une homophonie, c'est-à-dire une façon de prononcer le mot pour dire combattre et se battre. Vous voyez ? Le nom de l'aigle, c'est Akoum en copte, Nkoun en fang, en bassa. Le nom du vautour, c'est Koumba. Donc, vous n'avez pas dû me dire peut-être que ça vous fait penser au mot combat. Bon, oui. Je n'ai pas vérifié, donc je ne peux pas affirmer cela. Nzebi, Nyunga et Djiga en Kakabe. Kakabe, c'est une langue du Congo. Il y a un lien évident d'homophonie entre le registre du rapace et celui de la lutte, de l'affrontement, du combat. Et ce trait-là, ce lien entre le nom du rapace et ce registre-là est indélébile. Vous voyez, en copte, on dit « agoum » pour dire l'aigle, le faucon. En copte, on dira « agoun » pour dire le combat, la lutte. Ce sont des homophones. Et en fait, comment on passe de « aka » à
Agoun, c'est parce qu'il y a une mutation phonétique du K vers le G et aussi vers le H, mais on retrouve cela aussi en grec. Autre vérification, eh bien, on va s'intéresser justement à cette tresse, et pour voir qu'elle nous permet de générer encore ce mot AK. C'est une mèche, et vous voyez que c'est translittéré NHH, mais c'est une forme de K en fait. Et vous allez voir tout de suite pourquoi je vous le dis. Parce que quand on cherche le nom de la natte dans les langues africaines modernes, vous allez tomber sur IKK, par exemple en Wawuna, en Swahili Nkeka, le nom de la natte, en Douléridom Kaga, le nom de la natte, et en Teke Kala, le nom de la natte. Donc vous voyez qu'en égyptien ancien, pour nommer la natte, on dira Nkaka. Nkaka, c'est ce qui nous permet de comprendre comment c'était vocalisé autrefois. Et là, eh bien, vous allez voir qu'avec ce lien d'homophonie, eh bien, on arrive du copte Agoum, aigle, faucon, Agoun, combat, lutte, à Kumba, le nom du vautour, en Igbo, on arrive à Ogou, combattre, et cette racine, le kou, devient un G, et c'est ce qui nous vaut d'avoir le goumé. Alors, il y a encore une dernière mutation qui s'est opérée ici, parce que le verbe s'est aligné sur les verbes français du premier groupe, qui font leur infinitif en ER. Donc, c'est pourquoi on arrive à goumer, d'accord? Mais la racine initiale, c'est goum, voyez? Donc, voilà, au fur et à mesure que l'homme connaît des migrations, mais son vocabulaire, sa langue aussi s'adapte et témoigne de tout ce qu'il vit. Et donc, pour aller plus loin sur ce type d'analyse, eh bien, je vous rappelle le rendez-vous que nous avons le 22 décembre, mais à 19h cette fois-ci. C'est une conférence en Zoom, dont le thème sera « La nativité d'Osiris, source africaine du Noël Bocase ». Et là, nous allons expliquer pourquoi le plat que nous avons pour le 25 décembre, pois d'ibois, ziyam, viande cochon, est un plat sacré, parce que chaque élément a une symbolique spirituelle très forte. Pourquoi il y a les ignames, pourquoi il y a les groseilles, pourquoi il y a la bûche, pourquoi il y a le sapin, pourquoi il y a les guirlandes, pourquoi il y a les boules, pourquoi quand on chante Noël, autrefois, les gens marchaient avec une petite boîte qui était vide jusqu'au 24 décembre à minuit, où ceux qui amenaient la boîte l'ouvraient et il y avait un petit Jésus à l'intérieur pour symboliser la nativité qui arrivait. Mais tous ces symboles-là procède d'une culture qui est multimillénaire et qui est en droite ligne avec notre façon de faire Noël chez nous. Ok, merci. Toutes les explications, 14h12. Je rappelle simplement qu'au début de ce ZCL News, on a reçu M. Girard Poumarou, le directeur de l'archipel, qui nous a donné un avant-programme du programme de l'archipel. L'archipel qui devait avoir sa rentrée en septembre, finalement, elle a lieu au mois de janvier, le 8 janvier exactement, mais il y a un certain nombre de manifestations qui sont enregistrées, qui sont sur le plateau. Et je crois que dès ce soir, entre 15h et 20h, il y aura deux choses à voir pour l'archipel. Ensuite, on a reçu Maggie-Pierre Justin, cette dame qui est en situation de handicap et qui a expliqué sa douleur et sa difficulté qu'il y a effectivement quand on est dans cette situation de handicap par rapport aux soignants et à l'obligation vaccinale, aux interdits qui fonctionnent depuis quelque temps. Ensuite, avec Willy Nestor, édition Nestor, eh bien, on a parlé de ces éditions, de ce livre, En coup de main pour Guadeloupe, mais aussi, puisque nous sommes dans la période de Noël, la tradition des chants de Noël en Guadeloupe, c'est une étude, j'ai envie de dire, anthropologique qui a été faite sur cette question. Les femmes politiques en Guadeloupe, et l'année Covid, alors les femmes politiques, députées, élues, sénatrices, conseillères, militantes, maires, on a beaucoup en Guadeloupe. Et je rappelle que c'est un particularisme de la Guadeloupe, puisque en Martinique, même en Guyane, il n'y a pas eu jusqu'à récemment, ni de sénatrice, de président de conseil général régional, ni de ministre guadeloupéen, comme ça a été le cas en Guadeloupe, mais ça remonte à l'époque de Solitude, il faut le dire. Et puis cet agenda continu stratégique pour les chefs d'entreprise, savoir un petit peu comment s'organiser par rapport à ce qui va se passer, ce qui se fait. C'est un agenda particulier fait par Nina Goumo, ces gens qu'on va recevoir très prochainement. Et puis, on a eu Madame Arisic d'abord, vice-présidente du CAS, alors c'est bien mercredi à partir de 9h du matin. De 9h à 20h à Trois-Rivières. Au Carbet. Au Carbet et au Bourg, médiathèque de Trois-Rivières et théâtre de Verdure.
manifestation gratuite. Et puis avec notre psychologue habituel, l'impact de la politique sanitaire et sociale actuelle sur la santé mentale, en un mot. En un mot, eh bien, essayons peut-être de comprendre. Oui. De comprendre et puis surtout de tisser les liens, voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui divise, qui attaque les liens, qui attaque notre psyché, notre entendement. Donc, resserrons les liens et n'hésitons pas à rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi l'occasion, finalement, de peut-être créer des nouveaux liens. De retisser des liens. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les anciens, oui. Mais parfois, quand on ne se retrouve plus dans son environnement habituel, parce que les gens ont changé, parce que la société a changé, eh bien, il existe, en tout cas, de plus en plus, un peu partout, vraiment beaucoup d'occasions de tisser des liens. Cette crise aura eu au moins ça, quand même, de positif, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, il y a des gens qui se retrouvent, que ce soit à travers la lutte syndicale, mais que ce soit aussi à travers des groupes de gens qui veulent penser les choses différemment. Il y a, voilà, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, n'hésitez pas. Et on vous retrouvera dans quelque temps pour nous donner les solutions. Oui, en partie. Et puis en tout cas, pour vous expliquer d'autres points de vue, d'autres visions. Et avec Diolo, Jean-Luc Dibial, on a parlé du terme goumé de son origine égyptienne, Aka, Ougoun et Koumba et Goumé. Je sens que Koumba et Goumé, ça se ressemble un petit peu, mais enfin, il faudra encore vérifier ça. C'est une mutation du Cap vers le G. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30. Je rappelle que mercredi soir, nous avons une émission spéciale dans le cadre de la commémoration de chaque année de l'arrivée des premiers Indiens travailleurs immigrés indiens en Guadeloupe. C'était le 26 décembre 1854, ça fait déjà un moment. Et donc, on aura ici plusieurs spécialistes indo-guadeloupéens qui viendront nous expliquer un petit peu comment vivre l'indianité aujourd'hui en Guadeloupe, ce qu'on appelle dans le vivre ensemble. C'est prévu pour mercredi à partir de 21h, je vous donne rendez-vous. Il y aura même un documentaire sur les Indiens de la Guadeloupe d'aujourd'hui. Voilà, la réalisation était assurée par Kevin avec le soutien de Sandy. Et puis nous, on vous salue. Puis on se retrouve demain à 12h30. Merci d'être avec nous.